Merci d'accueillir François Ozon et André Dussolier. Merci à tous les deux d'être là, ça nous fait très plaisir de revoir François dans ces lieux, de vous accueillir pour la première fois, André. Merci. Oui, j'imagine, mais alors vous imaginez pas moi, mon plaisir personnel, mais je ne le développe pas maintenant, là, tout de suite. On commence de façon un peu rituelle, Omélias, et je pose 3-4 questions, puis assez vite on passe la parole à la salle, et puis ensuite il y a un jeu de rôle. Je vais commencer par François, juste pour revenir à Emmanuelle Bernheim, qui est quand même un des points de départ du film, puisqu'elle est à la fois ta co-scénariste sur 4 films, une amie proche, et l'auteur du livre qui porte le titre éponyme de ton film. Et évidemment, la première question très simple, c'est de savoir, y compris en sachant que Alain Cavalier avait déjà fait un travail d'adaptation autour de ce même projet, qui a donné un très beau film documentaire, Être vivant et savoir, quelle place tu as trouvé, toi, dans cette filiation et dans cette histoire d'adaptation, puisque si j'ai bien compris, elle t'avait proposé de son vivant, c'est qu'elle le dire, d'adapter ce film, et puis il a fallu quelques années pour que ce projet-là devienne réalité. On a répondu à la question. Mince. Non, en fait, oui. Tu parles très près de la bouche, pardon. Emmanuelle est une... Ça marche? Ouais. On ne s'entend pas bien, mais oui. Emmanuelle est une amie depuis longtemps. On s'est rencontrés au moment d'un film qui s'appelait Sous le sable, et on est devenus amis. Et en 2013, elle a écrit ce récit qui a raconté la fin de vie de son père, et elle m'a envoyé les épreuves du livre en me demandant si ça m'intéressait de l'adapter. J'ai lu le livre, j'ai trouvé ça très beau, je connaissais une partie de l'histoire, mais pas tout. J'ai eu la certitude tout de suite que ça ferait un très beau film, mais personnellement, je ne me sentais pas capable de me l'accaparer, d'y trouver ma place. C'était tellement intime, tellement personnel, et puis peut-être que le sujet m'a fait peur aussi. Donc j'ai dit à Emmanuelle que je passais mon tour. D'autres cinéastes s'y sont intéressés, dont Alain Cavalier, qui avait ce projet de faire un film un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait avec Vincent Lindon, un film qui s'appelait Pater, où il aurait joué le père et Emmanuelle aurait joué son propre rôle. Ce qui avait à la fois lui avait fait extrêmement plaisir, mais l'angoissait énormément parce qu'elle n'est absolument pas comédienne. Donc c'était un enjeu un peu compliqué pour elle. Et puis hélas, Emmanuelle a eu un cancer assez fulgurant et elle est décédée à 61 ans. Et après sa mort, j'ai eu envie de relire le livre. Comme vous l'avez dit, oui, Alain Cavalier n'avait pas pu faire le film, il en a fait un documentaire, donc il en a fait autre chose. Et du coup, le livre n'avait toujours pas été adapté, donc je l'ai relu, et en le relisant, je l'ai vu sous un autre angle. En fait, c'est pas tant le sujet de la fin de vie qui m'a marqué, mais plus la famille, en fait. Essayer de comprendre ce qui s'était passé au sein de cette famille, les liens entre ce père et ses filles, toute cette histoire. Et donc, j'ai commencé une adaptation, et puis un peu comme j'avais fait sur Grâce à Dieu, j'ai fait un peu une enquête parce qu'il me manquait des choses qui n'étaient pas forcément dans le livre ou qui étaient juste un peu survolées. Donc j'ai beaucoup parlé avec Pascal Bernheim, la sœur d'Emmanuelle que joue Géraldine Bellas, et Serge Toubiana, qui m'ont donné des éléments pour enrichir en fait le scénario et le livre. Et voilà, donc l'adaptation s'est faite comme ça. Et c'était une manière pour moi de retrouver Emmanuelle, essayer de comprendre ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait traversé. Enquête qui, au passage, a du coup permis de faire émerger les choses qui sont les creux du livre d'une certaine façon, parce que, par exemple, le personnage de la mère est complètement... Oui, alors le personnage de la mère n'existait pas du tout. Enfin, elle parlait de sa mère comme quoi elle était malade, qu'elle avait un Alzheimer, Parkinson, enfin bon, c'était très compliqué, mais elle développait pas plus que ça. Et moi, en fait, j'ai appris que sa mère était une artiste, une sculptrice, et j'en étais un peu choqué. J'en ai presque voulu à Emmanuelle de m'en avoir jamais parlé, parce que j'ai découvert l'œuvre de Claude de Soria, j'ai trouvé qu'elle a une œuvre magnifique. On voit d'ailleurs ses sculptures dans le film. Et tout d'un coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle ne me parlait pas de sa mère, quel était ce lien, quel était le rapport avec le père. Voilà, tout ça,
suis retrouvé dans une névrose familiale, et en même temps, je trouvais intéressant de raconter qu'il y avait quand même deux artistes dans cette famille, deux femmes, une écrivaine et une sculptrice. Et donc j'ai intégré ça. J'avais aussi besoin de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé avec le personnage de GM, que joue Grégory Gadebois. Voilà, Emmanuel m'avait parlé de l'homosexualité de son père, mais je ne savais pas jusqu'où ça allait. Enfin, voilà, c'est des choses que j'ai... Tu dis GM publiquement, parce que dans le livre, il s'appelle GM, mais dans le film, il s'appelle assez vite Grosse Merde, quand même. Oui. Elle dit GM à un moment. Oui, à un moment, oui, mais c'est pas pourquoi on retient plus c'est vrai que les quand j'ai lu le livre, j'ai demandé à Pascal, mais qui est ce GM? Parce que tout le monde était nommé. Tous les personnages étaient nommés. Il y avait ce personnage-là qui n'était pas nommé, en fait, parce que les deux sœurs l'appelaient Grosse Merde. Alors, André, on sait que François a beaucoup insisté auprès de Sophie Marceau pour qu'enfin elle accepte un de ses films. Je dis ça parce qu'à Cannes, à la conférence de presse, il présentait presque les choses comme ça, en disant, ben voilà, j'ai essuyé quelques refus avec Sophie, et là, je pensais que ça pouvait être le bon film. Vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans ce film-là? Il a refusé aussi, hein, André. Il a refusé aussi, c'est vrai? Il y a longtemps. Ah, vas-y, raconte. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, peut-être à cause du sujet, oui. Ah, sur le coup de dos, sur plein. Oui, je me sentais pas prêt non plus, je sais pas. Ah, bien joué, bien joué. Et là, non, alors là, je n'ai pas hésité une seconde, parce qu'à cause de la force du sujet, ou grâce au sujet, la manière de... Et puis François, c'est vrai que je regrettais cette rencontre ratée aussi beaucoup, enfin, ça faisait beaucoup de raisons, et puis c'est rare d'avoir à jouer un personnage comme celui-là, aussi riche, aussi inattendu, aussi fort, et puis atteint de cet AVC qui fait qu'il est diminué, et donc sur un thème, à chaque fois François aborde des thèmes qui sont d'actualité, auxquels on pense, sur lesquels on débat beaucoup, et donc là c'était vraiment un enjeu formidable, il y avait vraiment une riche palette à développer, à jouer. Donc avec François, on s'est mis au travail très vite, et on avait un socle commun qui était la vraie vidéo qu'avait enregistrée André Bernel et qui avait été filmée par sa fille, Emmanuel, et qui nous a permis de voir un peu comment il était, comment il s'exprimait. Alors c'était un an et demi après son AVC, je crois, quelque chose comme ça, et donc il avait fait la rééducation un an. Un an avant. Ah oui? Oui, bah oui, parce que c'était la dernière vidéo avant qu'il... D'accord. Enfin, il semblait, enfin en tout cas, il avait fait la rééducation, donc oui, il semblait pas comme au début du film, quoi. Au début du film, l'AVC, il est vraiment diminué, tandis qu'avec la rééducation, on pouvait penser que peut-être il pouvait vivre comme ça, même s'il se sentait diminué. En tout cas, il ne supportait pas de se voir dans une vie qui ne correspondait pas à celle qu'il aimait, à celle qu'il avait eue avant. Et puis bon, j'aimais beaucoup ce mélange à la fois d'émotions qui se dégageait du film, et puis aussi... j'étais pas là pendant la projection, j'aurais bien aimé, mais le rire, quoi, enfin, que je ressentais, le comique, l'humour, qui sont liés au personnage, et voilà, son amour de la vie aussi. Donc du coup, non, il y avait tellement de choses à jouer, c'était plaisant. Et puis après, à partir de cette vidéo, on a fait des répétitions, et puis il m'a passé aussi pas mal de documentaires où j'ai vu les gens victimes d'AVC, où j'ai vu aussi cette association Dignitas en Suisse, où les gens, c'est très impressionnant, des sites, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des sites vraiment très lucidement d'aller, ne supportant pas peut-être atteint d'une maladie dégénérative. Je me souviens d'une dame qui marchait comme ça tranquillement, qui allait vers l'association et qui voulait en finir, ne voulant pas se voir déchoir. Et donc, bon, il y avait ça, et puis toutes les répétitions qu'on a pu faire, et puis ensuite on est passé au stade ultime de maquillage, qui durait 3 heures par jour, et quand même où on avait tous les éléments pour faire croire, pour se rendre crédible, l'état physique de cet homme. Alors on pourrait garder les secrets de fabrication, tout ça, mais comme ils sont déjà sur Internet, on va être obligé de les révéler. Bah oui, dans la conférence de presse à Cannoise, à un moment, André Dussolier ne résiste pas à la tentation de raconter comment on fait pour avoir la lèvre pendante et l'œil descendant légèrement. Tout simplement, alors on est allé voir un spécialiste des effets spéciaux, donc qui s'appelle Pop, d'ailleurs qui est à Montreuil, et qui a des ateliers à Montreuil, donc on faisait à chaque fois des voyages pour voir, et petit à petit, étape par étape, donc il y avait les prothèses qui fermaient l'œil, il fallait rendre une moitié du visage complètement paralysé, complètement inerte, comme c'est le cas. Et puis, bon, avec François a eu l'idée aussi, c'était l'élément le plus difficile, parce qu'on cherchait des appareils dans la bouche, etc. Et c'est simplement en collant la lèvre inférieure sur le menton que voilà, ça achevait de rendre cette face complètement paralysée et complètement... Et il fallait que je la recolle avant chaque prise, mais enfin bon, ça c'était la blague. Enfin, on arrivait à représenter cet homme, voilà, avec
Mais enfin, c'était... j'étais le roi, j'étais dans un lit, tranquille, j'avais tout le monde autour de moi, j'étais dans une sorte de boulevard, parce qu'on avait bien répété, on avait bien fait les choses, et puis un jour... ils m'ont dit ça, je ne peux pas m'en empêcher, parce qu'il y avait Charlotte Rampling, on avait juste une scène, et tout le monde était là, et Charlotte là, elle me voit comme ça, donc c'est la première fois, j'avais joué avec elle dans d'autres films, et tout d'un coup, elle me voit, elle me regarde très très longtemps, et elle dit, vous vous rendez compte, André, il y a des femmes qui paieraient une fortune pour avoir une lèvre comme la vôtre. C'est parfait. Ça fait le coup à raconter. François, on parlait de l'humour du film, et quand même vraiment, j'allais dire l'audace principale du film, elle est dans cette tension-là entre le récit profondément tragique et cette espèce de résistance permanente par le rire, par la complicité. Alors, pas du tout mièvre, parce que quand même vache entre le père et ses filles. On pourrait jalonner comme ça des trucs en revoyant le film où tout à coup les choses s'éclairent. Voilà, dans le métro, on se dit tiens, que vient faire cette scène-là. Évidemment, on cherche le père Lachaise. Donc il y a d'emblée la première direction on cherche, c'est le cimetière, et puis il y a un rapport au père dans le nom du cimetière, tout ça. Et puis il y a plein de phrases comme ça, tout à fait brillantes et qui te ressemblent, et qui sont des phrases humoristiques, par exemple, mais comment font les pauvres, ils attendent leur mort, les pauvres. On a l'impression d'être dans le meilleur cinéma des années 30. Beaucoup de choses viennent du livre. Ouais. Bon, les pauvres, non, là, je dois avouer que c'est toi, ça. Parce que l'aspect économique n'était pas du tout abordé dans le livre, et en fait, moi, je me suis renseigné, tout simplement, et j'ai réalisé qu'effectivement, il faut avoir de l'argent pour pouvoir organiser sa mort quand on veut aller en Suisse. Voilà, c'est injuste, et donc j'ai intégré ça. Après, tous les moments de vie, tous les moments de décalage étaient déjà dans le livre, c'était dans l'esprit d'Emmanuel. Ça, comment? Pas tous. Pas tous, mais bon. Mais c'est vrai que les situations, dès que... c'est-à-dire qu'on a une première demi-heure du film qui est assez plombée, voilà, où il faut qu'on comprenne, je pense, pourquoi ce personnage fait ce choix. Dans un second temps, à partir du moment où les choses s'organisent, où une date est fixée, il reprend vie. Et ça, c'était quelque chose que j'ai pu constater en discutant avec des médecins, c'est quand les gens savent que voilà, les choses peuvent se terminer comme ils le souhaitent, en général, ils vont beaucoup mieux. D'ailleurs, dans certains cas, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils annulent leur voyage. Donc il fallait que la vie revienne, et la vie, c'était aussi l'humour de ce personnage, sa méchanceté aussi, qui est quand même un personnage qui est très pervers et qui a un comportement souvent assez odieux. Donc ça, il fallait que ça le paradoxe, c'est que plus on approche de la fin, plus il est vivant, en fait, et plus les personnages aussi doivent s'agiter. Et puis il y avait ce côté thriller dans la fin du livre, puisqu'elles ont vraiment vécu cette main courante qui les a obligées, voilà, à ne pas pouvoir partir. Donc il y avait le rythme, l'accélération de l'histoire à la fin. Oui, qui passe entre autres dans la mise en scène par la confrontation avec les policiers, par le jeu de face à face entre les deux actrices qui tout à coup mêlent d'ailleurs les interrogatrices ou interrogateurs. Oui, en fait, la police a besoin de vérifier si c'est pas elles qui envoient délibérément leur père, et ils font un interrogatoire parallèle, moi je ne savais pas que ça existait, voilà, pour voir si elles donnent à peu près les mêmes réponses. André, vous ne disiez pas tous parce que vous aviez en tête des choses très précises que François a petite blague, parce que François tenait à cette alternance entre les moments d'émotion et puis les moments drôles. Donc, on n'a pas toujours conscience en fait que ça va faire rire. Les moments, non, c'est vraiment quand le film est... Non, il y avait la scène de l'ascenseur, par exemple. Ah oui, la scène de l'ascenseur. Oui, ça c'est du burlesque. Petit dialogue. C'est du burlesque. On sent que la chute à l'avant-plan. Serge Toubiana, quand il a vu le film, il m'a dit que c'était pas drôle du tout. Ah oui, c'est ça. Lui, il n'a pas du tout rigolé. Et François m'a dit, au moment où je tombe sur Eric Carvaca, vous pouvez lui dire que c'est pas désagréable, finalement, des choses comme ça. Donc il ajoute, en effet, à la colorie dans ces moments. Et c'est bien parce que c'est un peu comme la vie qui vous réserve dans les moments les plus dramatiques, les moments de rire. Voilà, j'aimais bien ce mélange. Et ça pouvait... quand il y a eu la première projection, c'était bon de sentir... le public tendu, évidemment, ému par les scènes, et puis tout d'un coup, quand il y avait une scène de comique qui arrivait, c'était comme un exutoire, c'était une libération tout d'un coup pour pouvoir se libérer de l'émotion ressentie précédemment. Enfin voilà, il y avait cette alternance que je trouvais bien, parce qu'on n'était pas dans un film larmoyant, alors que le sujet est grave.
Mais ce qui fait que dans les consignes, alors ça pour le coup, moi je ne l'ai pas vu dans l'image, donc j'interroge pour savoir si ça reste au montage, mais si j'ai bien compris, François disait par exemple, non mais ce serait bien que tu regardes un peu l'infirmier là, ou l'infirmière. oui, parce qu'il fallait montrer tous les aspects du personnage qui impose toute sa vie sexuelle à la famille, à sa femme, à ses filles. Donc il fallait qu'on comprenne sous tous les aspects ce personnage-là, qu'on voit bien comment il était. Il a un formidable égoïsme et tout le monde, il entraîne tout le monde dans sa détermination à ne pas survivre, à ne pas continuer. À chaque fois, c'est vrai qu'il y a un vrai suspense parce qu'on se dit, à chaque fois que d'ailleurs c'est dit, je crois par Ada Chigula, ou qui dit quelquefois, en citant cet exemple de cet homme avec cette femme avec une robe rouge, voilà. Et donc à chaque fois, les filles peuvent se dire, il reprend vie, il a l'air mieux, etc. Il va renoncer à son projet. Et les filles et nous, parce que nous aussi on a envie d'y croire. Oui, on a envie d'y croire, en effet, parce que c'est vrai que moi j'ai lu ça aussi beaucoup sur les débats qu'il y a sur pas l'euthanasie, mais sur l'accompagnement comme ça, vers la mort volontaire. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on ferait bien aussi de développer les soins palliatifs, parce qu'un jour de souffrance en moins, c'est un jour de vie gagnée. Et c'est vrai que les gens à qui on enlève la douleur à certains moments, donc du coup, ne veulent plus renoncer à leur projet. Donc il y a cette alternance-là, et c'est assez rare de voir un personnage comme Henri Bernheim qui est très déterminé et ne veut pas être en deçà ou vivre une vie qui ne correspond plus à celle qu'il a aimée. Alors là, on parle du personnage principal joué par André, qui porte le même prénom d'ailleurs. Mais évidemment, plus le film avance et plus il va tout à coup faire émerger des thèmes secondaires, presque au sens musical. Par exemple, la judéité, quelque chose qui n'est pas forcément immédiatement présent, mais finalement, ça finit par trouver une place dans le récit, y compris par l'évocation de la spoliation. À un moment, la question de l'homosexualité, au début, est quand même assez nébuleuse, y compris à cause de ses initiales, et pas seulement, on ne sait pas exactement quel est ce rôdeur et quel est son rapport au personnage principal. Comment tu as conçu ça en termes d'écriture et puis ensuite de montage, ces thèmes secondaires, j'allais dire, qui nourrissent le récit? Je sais pas. J'ai pas réfléchi comme ça. En fait, j'avais l'impression qu'il fallait commencer, enfin, il fallait être très concret, quoi. Comme l'écriture d'Emmanuel, qui est très behavioriste, qui est sur les gestes, qui est sur les actions des personnages, sur les dialogues. Et donc tout le début voilà, est presque descriptif, et puis une fois que les choses sont posées, les secrets de famille émergent, voilà, il y a des pistes, il y a du hors-champ qui arrive. Donc c'était ces choses-là que j'ai tenu à évoquer. Le judaïsme, dans le livre, il y avait le Kaddish, mais il n'y avait pas plus. Après, c'est une chose que j'ai découverte. En fait, la sœur d'Emmanuel Bernheim est une rescapée des camps. Donc ça, j'ai tenu aussi à le raconter. Et puis cette scène à la fin avec les ambulanciers, c'est vraiment passé. Mais voilà, elle était juste évoquée. La discussion dans le restaurant sur le rapport à la religion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pascal a reçu un coup de fil des ambulanciers en lui disant voilà, on vient d'apprendre, votre père vient de nous raconter, alors vous avez bien dit surtout tu ne dis rien, il n'a pas pu s'empêcher de parler, et ils ont dit non, on ne veut pas y aller, voilà, on est musulmans, et Pascal s'est énervé, elle a dit écoutez, vous vous débrouillez, de toute façon ça ne nous regarde pas, c'est la décision de mon père. Et finalement, ils l'ont enlevé. Voilà. Qui pose la première question? Première réaction? Vous avez déjà dit dans des films, dans certains films, vous étiez très brillant, et là, votre jeu est exceptionnel à cause du changement. Alors vous avez expliqué pour la lèvre pendant et pour l'œil fermé. Vachement bien la Il y avait des prothèses pour l'œil fermé qui étaient là, puis il y avait voilà, tout, il faut que tout ça soit paralysé, qu'il n'y ait plus de muscles, donc on a planissé un peu toutes les rides, tout ce qui pourrait faire imaginer ou laisser apparaître un muscle qui soit vivant. Il fallait rendre toute inerte cette partie-là, donc en effet c'était voilà, à chaque fois on s'est appuyé sur des exemples très précis pour vraiment représenter le visage d'un homme atteint d'un AVC.
Et c'est très frappant, quoi, c'est très choquant. Et François m'avait dit, il faut qu'on ne vous reconnaisse pas dès le départ, il faut que ce soit choquant. Et j'étais tout à fait d'accord, enfin, parce que moi j'aime bien ça. J'aime bien quand on est au service d'un personnage, au service d'une histoire. Et en effet, plus c'était choquant, plus on allait admettre que cet homme ne puisse pas se supporter dans l'état où il se trouvait. Donc voilà, on a fait des maquillages dans ce sens. Mais François ne voulait pas que ce soit non plus une démonstration, que ce soit trop pesant, appuyé, mais il fallait quand même suggérer au mieux l'état physique dans lequel il était. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais bon. Ce ne sera pas une question, c'est plutôt une réaction, c'est-à-dire, je pense tous qu'on pourrait vous remercier pour ce film, parce que, en n'étant pas encore confronté à ce genre de questions ou de choix à faire, peut-être qu'un jour je serai confronté, quoi. Ça change aussi un peu la vision de cette chose, quoi, de dire la mort. Est-ce qu'on doit l'accompagner? Est-ce qu'on doit tourner le regard et pas regarder et laisser la personne faire, l'aider? Et moi, je sais pas, c'est un film qui est complètement... qui est super essentiel. Et même là, j'ai encore du mal à trouver les mots parce qu'on arrive à oublier que c'est un film. C'est ce genre de film, moi, qui me plaît. Et de dire aussi qu'il y a plein de comédiennes et de personnages qui entourent cet homme. Et ils sont entourés par des femmes qui sont aussi... toutes là pour l'aider, et même sa femme, quoi, j'ai l'impression qu'il y a encore un lien, et voilà, quoi. Mais c'est très, très confus, mais voilà, je vais vous remercier pour ça, quoi. Merci. Je tiens à vous féliciter tous les deux, vous pour le film et M. Dussolier pour l'interprétation. J'ai toujours beaucoup apprécié vos films, mais là, vous traitez d'un sujet qui est quand même assez tabou dans la société, puisque ça parle de la fin de vie et du choix de la fin de vie. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a, ou qu'on n'aborde pas, ou qu'on a du mal à aborder quand même, et au niveau légal, qui ne sont pas admises en France. Et même la loi Leonetti, on a des fois bien du mal à la faire appliquer. Et c'est des choix qui demandent souvent à être réfléchis bien avant d'être confrontés au problème, quoi, hein. Moi, je sais que je suis adhérente de l'association ADMD parce que j'ai réfléchi à ce genre de problème et que je comprends qu'on n'ait pas envie de finir mal ou grabataire ou dans des souffrances terribles, et on a le droit de choisir. On ne choisit pas de naître, mais au moins on a le droit de choisir de mourir dans la dignité. Et ce qui est quand même très compliqué, vous l'abordiez tout à l'heure, c'est le problème des financements, parce qu'il faut déjà avoir quand même des financements, et que les lois françaises soient si frileuses sur ces questions-là, quoi. Donc je pense qu'on a beaucoup à travailler pour faire avancer le droit français, pour pouvoir mourir dignement dans la dignité en France, pas loin de chez soi, et qu'on ne soit pas obligé d'organiser des voyages en Suisse, en Belgique, et de faire supporter aux enfants des choix qui sont personnels à la personne qui s'en va, quoi. Et pour ça, je trouve que vous avez traité, c'est bien traité, c'est pas pathos, ça n'a pas envie de pleurer. Il y avait eu un film comme ça qui avait déjà abordé ce sujet avec Vincent Lindon et... Oui, c'est ça, voilà. Mais là, c'était un peu plus pathos, quoi. Je veux dire, le départ de la maman qui arrange sa valise, qui fait... Enfin, bon, là, c'est... Mais voilà. Mais là, vous le traitez de manière très humaine, avec... voilà, on n'a pas envie de pleurer en voyant votre film, et pour ça, je vous félicite. En fait, moi, ce que j'ai vraiment... je ne sais pas quoi penser, en fait, de ce qu'il faut faire, comme c'est très dur, je pense, de légiférer. Tous les cas sont particuliers, c'est très compliqué. En plus, on est dans un pays où les religions ont encore un poids très fort, donc on sent que la mort est vraiment un tabou et que c'est très difficile. Nous, on s'en rend compte quand on a fait des débats. Mais en tout cas, moi, en ayant vécu cette expérience avec les acteurs, en ayant retraversé
ce qu'ont vécu les sœurs, Emmanuel et Pascal, je me suis dit, elles n'en sont pas sorties indemnes. Voilà, ça a été psychologiquement très lourd, et les enfants ne devraient pas avoir à supporter ça. Je vous félicite. Vous avez fait un très bon film, j'ose dire un grand film. Et j'aimerais aussi rendre hommage à votre partenaire, André Dussolier, donc Sophie Marceau, qui a fait un bon travail, un très bon travail. Moi, j'étais très surpris. J'ai jamais vu Sophie Marceau aussi bien. Et si on peut savoir pourquoi elle a refusé ce rôle, qui était un des plus grands rôles qu'elle a pu jouer. Elle l'a accepté. Elle l'a accepté puisque vous venez de la voir. C'est avant qu'elle avait refusé. Quand est-ce qu'on voit Sophie Marceau? Non, Sophie Marceau est une actrice, moi, qui m'a toujours intéressé. Je suis de sa génération, voilà, j'ai vu La Boum quand j'avais 13 ans. Donc voilà, c'est une actrice qu'on a vu grandir avec nous. Et moi, depuis longtemps, j'avais envie de travailler avec elle, donc je lui avais proposé précédemment d'autres films, ça s'est pas fait, et bon, c'est pas grave, parce que j'ai travaillé avec d'autres actrices, et c'était très bien comme ça. Mais là, sur ce film, j'avais l'intuition qu'elle allait accepter, parce que Sophie est une actrice qui a besoin d'être en osmose avec le sujet, avec les personnages, avec le film en lui-même, et cette histoire, dès qu'elle a lu le livre, cette histoire l'a touchée. Je pensais qu'elle s'y projetait par rapport à son histoire familiale, et puis aussi ça résonnait en elle. Et après la lecture du livre, elle était très en colère en fait. Elle était en colère de voir que Emmanuel et Pascal n'avaient pas pu accompagner leur père. Et donc à partir de là, elle a accepté de travailler sur le film. Et moi, je trouvais ça intéressant d'avoir une actrice aussi populaire qu'elle, qui est très appréciée des Français. Parce que ça permettait de rentrer dans cette histoire, de s'identifier, de créer un sentiment d'empathie tout de suite avec son personnage. Juste une question à mademoiselle, vous prenez la parole. Tu viens d'évoquer le fait que Sophie Marceau avait lu le livre, je parlais qu'elle a lu le livre avant de lire le scénario. Par contre, André, vous avez choisi de ne pas lire le livre. Oui, parce que je crains toujours en lisant un livre d'être, après quand je reçois le scénario, j'ai peur en lisant le scénario d'être parasité par des choses que j'aurais pu lire dans le livre, et puis d'avoir à parler avec le metteur en scène pour dire ce serait bien de mettre, bon c'est un peu idiot mais je préfère que le script soit mon livre à moi et que je faisais confiance à François et à sa manière de voir les choses, l'histoire. Je ne voulais pas être influencé par des choses que j'aurais pu voir et me dire tiens c'est dommage qu'on n'ait pas raconté ceci ou cela. Bonjour. En fait, je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi ce récit particulièrement pour l'adapter au cinéma. Enfin, qu'est-ce qui vous avait fait vous trouver intéressant pour l'adapter au cinéma? Parce que Emmanuel Bernheim était une amie déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis elle a une écriture assez cinématographique en fait, assez scénaristique, une écriture behavioriste sur les faits, et en fait quand vous lisez son livre, vous voyez les images. Je trouve qu'elle a un don elle a un sens du visuel à travers son écriture, et donc j'avais l'intuition que ça pourrait faire un beau film. Merci. Bonsoir. Alors j'avais une question pour André Dussolier. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait, enfin en tout cas, quelle technique vous avez utilisée pour garder la voix que vous aviez tout au long du film. Comment est-ce que vous avez procédé à ça et tout, enfin ça m'intéresse. Ouais. En fait, je crois que chaque personnage a sa voix, vraiment. Et là, c'était évidemment un personnage qui était atteint, diminué, en tout, qui est paralysé, et donc paralysé, ça veut dire que les cordes vocales aussi ne fonctionnent plus de la même façon. J'avais vu dans les documentaires que tous les gens atteints d'AVC, qui avaient une voix sourde comme ça, qui n'est plus timbrée, et qui est dans les aigus, et voilà. Et donc du coup ça allait de soi, quoi. Il fallait que ce soit un élément qui contribuait à rendre encore plus crédible la situation du personnage, quoi. Donc du coup c'est venu petit à petit comme un élément supplémentaire quand on travaille quelque chose, comment dire, de
l'intérieur, parce que le maquillage, ça vient en dernier lieu, mais on a évoqué ça avec François d'ailleurs quand on répétait, mais on devrait pouvoir jouer un personnage sans forcément aller jusqu'à la représentation très réaliste, sans être très maquillé. Mais la voix, quand on répétait, c'était un élément qui pouvait déjà faire croire à la paralysie de cet homme et au fait qu'il soit diminué. Mais ça allait de soi, c'est petit à petit que les choses s'additionnent. Quand on voit les documentaires, et puis quand on est autour de soi, puis qu'on imagine, enfin, je sais pas, c'est comme une sorte de travail ou abstrait. Vous l'avez testé devant un médecin d'ailleurs, je crois. Oui, il y avait une orthophoniste qui nous a... Oui, j'étais impressionné, j'avais peur parce que on avait des répétitions et François qui voulait absolument savoir si on était dans le vrai. Et donc elle est venue et en effet, sans que j'ai entendu beaucoup, mais elle rééduquait les gens et donc elle disait oui, ça correspond. Mais il y a tellement de cas et tellement de voix possibles, mais enfin quand même, on s'approchait un peu de ce qui est une base des gens qui ont cette attaque et qui sont diminués et qui sont paralysés. Voilà. Oui, ma question s'adresse à François Ozon. J'ai beaucoup aimé votre film, vraiment énormément de choses. Et je voudrais revenir justement sur le livre et les dialogues. Parce que je trouvais que vos dialogues sont formidables, vraiment. Et par rapport au livre, est-ce que vous avez repris des pans entiers des dialogues d'Emmanuel Bernheim? Il n'a rien fait, il copie tout, il fait rien. Non, il a ajouté des choses. Enfin, quelle est la proportion? Et justement, c'est quand même particulier d'adapter un livre. Et donc, je voulais savoir comment ce travail d'adaptation s'est fait. Je ne me souviens plus précisément. Je pense que j'ai gardé beaucoup des dialogues du début sur l'aspect médical, parce que le livre est très concret, très renseigné. Après, j'ai pris plus de liberté, mais il y a, je pense, par exemple, la scène entre les deux sœurs dans le restaurant correspond vraiment à ce qu'avait écrit Emmanuel. Après, il y a certaines scènes où j'ai pris des libertés. Par exemple, Emmanuel Bernheim racontait un souvenir d'enfance, enfin pas un souvenir d'enfance, un souvenir quand elle a publié son premier livre, elle est passée apostrophe chez Bernard Pivot. Et bon, voilà, pour un écrivain, c'était un peu une consécration, donc elle était ravie, et son père l'avait appelée juste après, il lui avait dit « Bravo ma chérie, t'étais formidable, mais t'étais tellement laide à l'écran que je te paye ton opération du nez. » Vous voyez le genre de truc qu'il disait, donc ça, c'était difficile de le dire, enfin, on s'est demandé ce qu'il le dit à Sophie Marceau à la fin au restaurant, et finalement, j'ai transformé le dialogue, il lui dit « Qu'est-ce que t'étais vilaine quand t'étais enfant ?» Voilà. C'est des équivalences. Vraiment réjouissant de dire ça à Sophie Marceau. Oui, bonsoir. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de penser Emmanuel est aussi scénariste, habituellement. Et c'est vrai que votre collaboration a permis, comme vous disiez, d'aller dans les creux du film et d'aller chercher ce qu'Emmanuel n'avait pas forcément envie de raconter ou garder secret, etc. Et qui enrichissent beaucoup le film. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on voit un personnage apparemment très diminué, mais qui en réalité est un grand manipulateur et qui mène tout le monde et qui fait danser tout le monde. Alors effectivement, il y a un gros travail physique comme ça, pour exprimer la dégradation, mais il y a une puissance de domination incroyable sur toute la famille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois qu'il manipule tout le monde. Au départ, les filles, elles ne veulent pas se laisser faire. Et petit à petit, il y a un cheminement où, tout en étant complètement consciente qu'elle est son père pour tout ce qu'il a pu faire, de manipulation à l'intérieur de la famille, de chagrin aux uns et aux autres, d'humiliation, etc., il y a quand même un chemin qui se fait de vouloir l'aider. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes à qui ça va parler dans cette salle, parce que cette association existe, tout le monde la connaît, et on a tous plus ou moins été confrontés à cette situation de se dire la personne qu'on aime le plus au monde, ou qui peut-être nous a manipulés, nous demande de l'aider à mourir, que doit-on faire? Et là, je trouve que c'est très très bien expliqué, ce cheminement
En même temps, il y a des résistances, on se dit, mais il ne va pas nous forcer à être meurtrière malgré nous, c'est pas possible. Et puis en même temps, petit à petit, c'est très subtil ce cheminement, justement, à travers les personnages, aussi bien Sophie Marceau qu'André Dussolier. On voit qu'à chaque fois qu'il donne un tout petit peu d'espoir, d'accepter de vivre, et paf, il revient, il redemande la date, et il fait des allers-retours, de façon aussi un peu perverse hein, quand même, parce qu'il fait espérer un petit peu, et puis il revient, il montre qu'il n'a pas changé, mais jusqu'au dernier moment, on se demande s'il n'a pas changé d'avis, même en Suisse. Quand il y a un plan sur les montagnes suisses, on se dit « Ah, peut-être que... » Et ben non. Et ça, c'est juste un plan de montagne. Mais il y a toujours cette espèce de questionnement, il y va ou il ne va pas. Et c'est très très réussi. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est le dilemme du personnage d'Emmanuelle, voilà, qui finalement est confronté à son désir d'enfant. C'est-à-dire qu'enfant, elle a vraiment détesté son père, elle a souhaité sa mort, et tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait quand votre père vous dit, ben voilà, j'accepte que tu me tues. Et elle traverse tous ces sentiments que vous avez bien décrits. Et je pense que pour Sophie, c'était assez passionnant à jouer, quoi, parce qu'à chaque fois, elle était dans des états différents, à la fois d'amour, parce qu'elle aime son père, même si elle aurait préféré l'avoir comme amie plus que comme père. Et au fond, elle est une très bonne fille, puisqu'elle lui obéit, elle va jusqu'au bout, alors que lui est un mauvais père jusqu'à la fin, puisqu'il ne leur dit même pas merci. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la place des flashbacks par rapport à cette ambivalence du personnage, parce qu'elle la construise, cette ambivalence? Les flashbacks, ils étaient vraiment dans le livre. C'est assez surprenant par rapport à l'écriture d'Emmanuelle, mais je pense qu'elle devait y tenir. Il y en avait plus dans le livre, et moi, il me semblait que c'était important de montrer la cruauté de ce père pour qu'on comprenne voilà, le dilemme d'Emmanuelle. Y compris sa menace de se donner la mort, qui évidemment irrigue le film aussi. Déjà au passé. Qu'est-ce que ça fait de jouer, alors 10 ans plus que l'âge réel qu'on a, mais aussi 30 ans de moins? Enfin, je n'ai pas fait le calcul là pour le coup. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des réticences de l'acteur à se dire, est-ce que... Là je parle vraiment de celui oui. J'ai essayé d'être pudique sur les enjeux d'âge, mais c'était difficile avec cette question, pardon. Mais dans les flashbacks, vous êtes jeune, André. Ah oui. Eh oui, eh oui. Il fallait quand même qu'il y ait une opposition. Absolument. Montrer un peu le bonhomme. Ça fait peur à l'acteur, ça, de se dire, mais comment je fais pour jouer ce jeune homme? Le cinéma, c'est l'illusion, hein, évidemment, avec une perruque et avec quelques artifices, et puis la lumière qui n'est pas forcément très violente, donc on peut en effet faire croire. Non, au contraire, il fallait cette opposition-là, il fallait qu'on voit un peu le personnage qui aussi dans la voiture, par une balante, engueule sa fille parce qu'elle vomit, parce qu'il conduit comme un fou. Donc il fallait qu'on le voit aussi dans ces moments-là. Et voilà, non, c'était bien ces flashbacks, ça aide à voir le personnage tel qu'il est, et il fait dire à Sophie Marceau, on ne peut rien refuser à mon père. Je pense que ça doit être terrible, en effet, on est au sein d'une famille et quelqu'un, l'adulte, le père, demande l'aide à mourir, et on... C'est... Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, pas. Ah, c'est bon. Il marche rapide. Pardon. Moi, je ne peux pas dire, je sais, j'étais en train de parler de mourir. Oui, voilà, c'est ça. Puis de rater une marche. On j'espère que ça va bien. Oui, mais j'ai l'impression en tout cas des sorties papier, c'est plutôt rassurant. Ah non, mais non, voilà, j'ai toujours été. Mais non, c'est. Non, je disais que c'était difficile. Attention, monsieur. Hein. Pardon. La question a été abordée. Non, tout va bien. Je vous ai arrêté à temps. Donc, non, la question a été abordée. C'est-à-dire, c'est horrible qu'un père demande à sa fille de l'aider à mourir, etc. Et on ne peut pas refuser. C'est au sein de la famille que ça se passe. Elle lui dit justement que l'avocat dit qu'il aurait pu s'y prendre autrement. Hein, il a un revolver, il a des médicaments, il y a des tas de solutions. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est comme il a été avec elle quand il était en forme, quand il était bien, c'est-à-dire qu'il les entraîne dans sa manière de vivre et il leur impose sa manière de mourir aussi. Donc il y a un lien familial qui existe toujours
Et comment... C'est vrai que lorsque j'ai vécu ça de près, à un moment donné, le droit à mourir dans la dignité, c'est le nom de l'association, c'est-à-dire qu'il y a un moment, avec la loi Leonetti qui existe aujourd'hui, je rappelle d'ailleurs qu'au mois de juin, il y a eu, je crois, 3000 amendements qui ont fait que cette loi n'est pas passée. Elle doit être rediscutée à la rentrée, mais je pense que c'est au prochain quinquennat qu'elle sera rediscutée. Mais disons que il y a une résistance, en effet, et qu'il y a toujours un accord tacite, malgré les lois, entre le corps médical et puis les familles pour que la décision puisse se prendre. C'est peut-être quelque chose qui va heurter, mais c'est vrai que j'ai vu quand même que la loi n'empêchait pas les choses, le soulagement et les solutions. Dans le cas d'André, qui allait pas si mal, c'était pas possible. Oui, c'est là que c'est plus... Voilà, ce cas particulier, c'était pas possible. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très impressionnant, et je l'ai vu dans un documentaire, c'est François, c'est vraiment des gens qui sont lucides, dont on pourrait dire, bon, et puis voilà, qui peuvent vivre avec un AVC. On a eu des exemples qu'on a vus, je pense à Belmondo, qui a vécu pendant 20 ans avec un AVC, avec beaucoup de courage et son sourire qu'on lui connaît. Donc ils se battent, et puis d'autres qui n'acceptent pas et qui font le choix de mourir. Moi, la question que je me pose, si j'avais à me poser cette question, bon, c'est impossible, comme dit François, de répondre, mais c'est de se dire à quel moment on délègue le pouvoir à quelqu'un, au corps médical ou à quelqu'un de la famille, de passer à l'acte et de dire, de faire, bon, écoutez, si ça ne va pas, vous faites ce qu'il faut, etc. Et en général, les gens, c'est rare, les personnes comme André Bernheim ou d'autres, qui font ce choix-là. Et en général, les gens qui voudraient mourir parce qu'ils souffrent trop, ils sont plus en capacité de le dire. Donc c'est cet intervalle-là qui est difficile à vivre et qui demande peut-être qu'on légifère pour qu'en effet il y a beaucoup de cas qui puissent trouver des solutions à l'intérieur de la loi. En vous écoutant, j'ai une petite pensée fugace, mais pour une cinéaste victime d'une AVC il y a quelques années, qui était Catherine Breillat, dont Saïd Ben Saïd vient d'annoncer qu'elle refaisait un film, ce qui est une preuve de résilience absolue. Donc j'avais envie de penser à lui vite fait. Mais François, j'ai envie de rebondir sur la figure de la mort, parce que j'ai l'impression qu'il y a un thème plus secret et plus caché dans le film sur cette question de la mort. C'est la mort du fils. Parce qu'on apprend qu'il y a eu un garçon mort, et en fait ça rebondit quand même à un endroit dans le film, quand le père l'appelle « tu es mon fils préféré ». Voilà, je veux savoir, qu'est-ce que c'est que ce fil-là? Qu'est-ce que ça raconte pour toi, cette masculinité? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, et puis que j'ai constaté aussi que les deux prénoms des filles sont des prénoms, je ne sais pas comment on dit, quand c'est à la fois garçon-fille. Emmanuel, des prénoms mixtes. Emmanuel et Pascal. Voilà, est-ce que... Voilà, il y a ce fils, cet enfant mort, et souvent dans les secrets de famille, il y a souvent, dans les fratries, on apprend plus tard qu'il y avait un enfant avant qui était mort, et ça a souvent un poids sur les frères et sœurs suivants. Et j'ai pas plus développé que ça, parce que j'en sais pas plus, mais en tout cas, Pascal m'a dit qu'elle, en tout cas, elle reliait le début de la dépression de sa mère à la perte de cet enfant. Oui, on déduit ça du film un peu. Oui. Justement, vous parliez de famille. Étant donné que l'autrice Emmanuelle Bernheim est décédée, comment est-ce que vous avez pu obtenir l'autorisation de la famille, des sœurs, des descendants, du petit-fils, enfin, dont vous parlez dans le film? Et est-ce que ça a été difficile? Et quand ils ont vu le film, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, si vous le savez? Alors, les droits du livre appartenaient à son compagnon, Serge Toubiana, voilà, que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça. Enfin, j'étais surtout ami avec Emmanuel, donc il a tout de suite accepté que j'adapte le livre, dont les droits avaient déjà été achetés par Alain Cavalier quelques années précédemment, mais ils étaient à nouveau libres. Et après, ils ont vu le film. Je crois que Serge Toubiana était ravi d'être marié à Sophie Marceau, même si au début il était un peu surpris parce que c'est vrai qu'elle ne se ressemble pas du tout. Et je crois que Pascal a beaucoup aimé aussi André. Enfin voilà, ils sont retrouvés dans cette histoire. Ils étaient contents. Au passage, Serge Toubiana, on a fait le procès. L'ancien directeur de la Cinémathèque française. Le rapport au cinéma dans le film, c'est l'évocation de Buñuel à deux endroits différents. On évoque même un titre très précis qui est Los Olvidados.
Et une scène très précise, c'est dans le livre, une scène très précise qui est le moment où les enfants s'attaquent à un aveugle, et c'est évidemment une espèce de jeu sur le refus du film à exprimer, enfin le refus du film de tout sentiment de pitié, ce qui est rigolo, parce que le titre français au moment où Los Soldados sont en France, c'est pitié pour eux, qui est une espèce de contresens absolu sur le rapport de Buñuel à la cruauté, à l'enfance. Voilà, et donc évidemment ça sert aussi d'avertissement aux spectateurs sur le fait que ce qui est recherché c'est pas de la pitié, et ça résonne avec le pas de pleureuse qui est répété 2 fois dans le dialogue du film. Il me semble qu'à un moment donné, il était question que Serge Toubiana joue aussi dans le film. Je sais pas du tout. Dans le mien? Oui, non, dans celui de Cavalier. Ah, dans celui de Cavalier, je sais pas. Dans le premier projet. Peut-être, je sais pas. C'est possible. Le titre est évident. On sent que... Je vais me mettre là, sinon vous me regardez, on n'entend rien. Voilà. Bon, le film est évident avec le titre. Tout s'est bien passé. Donc ça doit aboutir à la mort. Or, pendant tout le film, j'ai eu l'impression d'un balancement entre la vie et la mort. Au cas du physique, il est délabré, puis ensuite il reprend vie, et puis il décide de mourir, mais avant ça, il apprécie un très bon repas. Et finalement, la morale, c'est qu'il meurt en toute sérénité. Merci. Oui, on est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Allez, la vraie dernière. Alors, moi, ce que je trouve très fort dans ce film, sur ce type de sujet, on s'attend à être plongé dans l'émotion du début jusqu'à la fin. Or, on est davantage dans la réflexion que dans l'émotion. Moi qui suis une grande pleureuse au cinéma, j'étais persuadée que j'allais sangloter du début à la fin, et pas du tout. Vous avez regretté? Ah non, pas du tout. Non, au contraire, je trouve ça très intéressant de ne pas avoir joué sur l'émotion, mais davantage sur la réflexion. J'ai suivi la phrase d'André, pas de pleureuse. Eh bien, ce sera la conclusion que les pleureux se signalent. Merci à tous les deux, André Dussolier, François Ozon. Merci à Biakana et à Alicia. Et à table pour le buffet de clôture.